Madame, monsieur, bonjour. Pour être tout à fait transparent, je tourne cette introduction le lendemain où j'ai tourné la vidéo que vous allez voir dans quelques instants. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte au montage que la vidéo que j'allais vous proposer était beaucoup trop longue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'interview, puisque c'est un exercice incontournable dans le journalisme, qu'on voit un petit peu partout, dans la presse écrite, sur le web, à la radio, à la télé. Et j'avais décidé de faire une première partie sur les grandes tendances, les grandes généralités à savoir sur l'interview, et ensuite de faire une seconde partie sur la pratique de l'interview en vidéo, sur comment les cadrer, comment les réaliser et comment les mettre en image, en me servant des exemples qu'il y a sur ma chaîne YouTube de ce que j'ai pu faire lors de reportages que je vous ai proposé récemment. Et en fait, vous me voyez venir, avec ces deux parties, je vais faire deux vidéos distinctes. Déjà que je ne fais pas énormément de vues quand les vidéos font 10 minutes, alors là, si cette vidéo faisait une demi-heure, je vous dis pas la catastrophe. Donc là en plus c'est tout bénef parce qu'avec un tournage, je vais vous sortir deux vidéos. Je commence à être un petit peu radin, je le conçois. Mais malgré tout, n'hésitez pas dès à présent à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et à m'encourager pour continuer dans cette voie. Pas dans la voie de la radinerie, mais dans la voie de vous raconter les coulisses du journalisme. Et puis vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu, à la fin ou dès à présent. C'est pas très glamour, mais pour la petite anecdote, j'ai dû ressortir ce t-shirt de la panière Alain Chal pour pas faire de faux raccord avec la suite de la vidéo. Donc s'il est un peu froissé, je m'en excuse. Je ne vais pas du tout parler des interviews en plateau et notamment des interviews politiques qui sont vraiment un genre et un exercice à part entière que je pratique absolument pas, mais plutôt les entretiens qu'on peut faire dans n'importe quel cadre. Ça semble évident, mais la première chose à faire, c'est bien sûr de se renseigner sur la personne qu'on va interroger et se demander quelles questions on va poser, sur quel terrain on veut l'emmener, et voilà comment va se dérouler un petit peu l'entretien. Après, forcément, tout l'intérêt d'une interview, ça peut être de rebondir sur ce que va dire la personne en face de vous, et donc là, d'aller sur une discussion qui peut-être n'était pas prévue de base, mais il faut quand même, en plus de ça, avoir une liste, je sais pas, entre 5 et 10 questions, peu importe la durée de votre entretien, pour avoir un fil conducteur, et éventuellement après de s'en éloigner, mais s'il y a un petit blanc ou s'il y a quelque chose, une discussion qui se termine, vous pouvez relancer la conversation sur un autre sujet. Le rapport aux interviews et à la presse, il s'est modifié avec le temps, et maintenant il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de notoriété, qui peuvent passer par une agence de communication ou avoir un attaché de presse. Et donc c'est cette personne ou cette agence qui va centraliser les demandes, qui va accepter ou non et qui va caler la date et le rendez-vous dans l'agenda de la personne. Moi j'ai réalisé pas mal d'interviews par téléphone et ce qui est drôle c'est que les agences de communication elles aiment bien utiliser des mots anglais pour faire un peu genre et donc un entretien téléphonique avec une personne, ils appellent ça un phoneur. C'est assez drôle de découvrir ce vocabulaire alors qu'on est en train d'utiliser un mot, alors que entretien téléphonique ou un appel, c'est exactement la même chose. Mais non, là c'est un phoneur. C'est différent. Quand t'es une star, tu fais un phoneur, quand t'es personne, tu fais un appel téléphonique. Ça ne m'est jamais arrivé, mais parfois, l'attaché de presse, il reste dans la conversation téléphonique. Donc soit la personne est à côté de lui, soit il y a un triple appel, et donc il y a quand même l'attaché de presse, le chargé de communication, qui va entendre les questions et les réponses. Et alors je ne sais pas, peut-être qu'il peut intervenir ou quoi, et éventuellement faire des réflexions si une question n'était pas prévue, mais il faut savoir que de plus en plus, effectivement, les personnes qui donnent des interviews, en tout cas les personnes qui ont de la notoriété, elles sont encadrées, elles sont coachées, et donc du coup, il y a un petit peu de langue de bois. Après, pour le coup, là je parle d'un type d'interview vraiment très spécifique, avec des personnes vraiment très connues, sachant que pas toutes les personnes connues travaillent comme ça. Vient ensuite la question de savoir, est-ce qu'on fait relire l'interview avant parution ? Donc ça concerne essentiellement la presse écrite et le web. Alors honnêtement, souvent nous en école de journalisme, on nous dit les personnes qui peuvent relire l'interview avant parution, on a le Premier ministre et le Président de la République. Parce que il y a peut-être une question de sécurité nationale, il y a des enjeux énormes, et c'est la parole du président ou en tout cas du chef du gouvernement. Et donc là, on va avoir les réflexions, c'est bien la preuve que les journalistes sont à la botte du gouvernement vu qu'ils leur font tout relire avant parution. Peut-être. Ça m'est arrivé quelques fois qu'on me demande, et pour le coup c'était pas le président ou le Premier ministre que j'avais interviewé, et quand on débute, c'est compliqué de dire non ou alors de savoir comment dire non. Mais du coup j'ai lâché un peu du lest quelques fois. Et ce qui est assez terrible, c'est que sur certaines interviews qui sont un peu inoffensives, ça passe dans la moulinette de certaines entreprises ou de chargés de communication. Des fois on a un retour par mail de l'interview avec donc ce qu'ils aimeraient rayer, ce qu'ils corrigent en rouge, et parfois il y avait des modifications pour changer un verbe et le remplacer par un autre. Donc je veux dire, à un moment, ce qui peut être pertinent dans le fait de relire une interview, c'est d'éviter de dire des erreurs, des approximations. Mais quand il faut juste reformuler pour passer un message de communication et utiliser des tournures plus jolies, alors que ce qui s'est dit en live, c'était pas vraiment ça, faut pas non plus instrumentaliser la presse et se dire on va en faire justement un spot de pub. Il y a deux questions qui s'affrontent en fait dans cette problématique et c'est intéressant de les remarquer. C'est que d'un côté, on va avoir un peu l'ego des journalistes, on fait un peu un métier sérieux, impressionnant, imposant.
et donc on n'a pas envie de se faire corriger, on veut qu'on nous fasse confiance et voilà, on estime qu'on fait notre travail. Et on peut penser que faire relire notre interview, c'est ensuite se faire censurer, c'est ensuite justement basculer dans la communication. Mais en même temps, je peux comprendre que les personnes qu'on interroge, alors pas forcément les entreprises, parce que les entreprises vont toujours vouloir défendre leurs intérêts, mais il y a des experts, des scientifiques, des médecins, enfin en tout cas il y a des choses où des personnes sont très habilitées à parler, elles ont des chiffres, elles sont très focus sur leur métier, elles ont une vraie expertise, et donc elles veulent vérifier qu'on ne va pas déformer leurs propos ou en tout cas se tromper de chiffres. Et dans ces moments-là, pourquoi pas effectivement leur faire relire certaines parties et justement bien vérifier qu'on ne va pas dire une bêtise avant parution. Et là pour le coup c'est plutôt compréhensible. D'où l'intérêt aussi pour se protéger de toujours enregistrer ses interviews. Moi je le fais pas tout le temps, mais il faudrait prendre le réflexe de toujours enregistrer ses entretiens, même pour la presse écrite, parce que si justement après coup l'interview ne plaît pas et que éventuellement on peut porter plainte contre vous pour diffamation, c'est-à-dire d'avoir rapporté, colporté des choses fausses sur la personne que vous avez interrogée, pour lui avoir prêté des propos qui sont justement pas vrais. Faut justement avoir une preuve si vous allez au tribunal que effectivement l'interview s'est déroulée comme ça et que vous avez fait les choses sérieusement. Donc ça coûte rien quand vous faites par exemple un appel, de lancer en plus un enregistrement sur votre ordinateur par exemple, juste pour avoir une trace sonore de ce qui s'est dit. La règle d'or pour les interviews, c'est de toujours, ou en tout cas le plus possible, poser des questions ouvertes. C'est-à-dire que les questions fermées, on peut y répondre par oui ou non, et les questions ouvertes, elles vont devoir nécessiter une explication et un développement. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qui vous plaît sur cette chaîne YouTube? Vous pouvez dire que le YouTuber est charismatique, que c'est intéressant, qu'on apprend plein de choses, que justement on découvre les coulisses de la profession, qu'il y a des super reportages. Voilà, il peut y avoir plein de choses à dire. Mais si je vous pose la question, est-ce que cette chaîne YouTube vous plaît? Vous pouvez totalement juste répondre oui. Et donc là ensuite, pour faire une interview à partir de ça, juste avec des oui ou des non, ça va être très compliqué. Autant on va avoir des personnes qui sont habituées au jeu médiatique. Donc je sais pas, des avocats, des politiques, même certains experts qui sont souvent, j'ai envie de dire, invités par la presse pour développer leurs propos. Donc même avec des questions fermées, ils peuvent dire oui et ensuite agrémenter leurs propos. Mais il y a des personnes qui sont stressées, il y a des personnes qui n'ont jamais été interrogées par des médias, qui sont déjà intimidées par votre venue et vos questions. Et donc faut les aider en leur posant des questions ouvertes le plus possible. Personnellement, les personnes que je déteste interviewer, ou en tout cas que j'aime le moins interroger, parce que je déteste pas ça non plus, mais je suis jamais à l'aise avec ça, c'est interroger des enfants. Alors j'ai rien contre les enfants, enfin je crois, mais souvent forcément ils sont gênés, stressés encore plus que les adultes, parce que il peut y avoir une caméra, il peut y avoir un micro qui les dérange. Alors où vous avez un enfant qui est très bavard, très loquace, qui aime parler et qui veut un petit peu faire le malin, et donc du coup il va avoir plein de choses à dire, quitte parfois à ce que ce soit hors sujet, mais en tout cas vous avez de la matière. Ou alors vous avez vraiment des enfants qui sont tétanisés par la peur et donc vous allez devoir un petit peu mettre en confiance pour leur tirer un petit peu les vers du nez. Mais en tout cas c'est jamais évident. Donc si j'ai un message à passer aux parents qui me regardent, apprenez à vos enfants à répondre aux journalistes. C'est vrai que c'est la base d'une éducation. Vous leur apprenez à aller aux toilettes, à manger tout seul, à faire leurs devoirs. Je veux dire, à un moment, répondre à la presse, ça semble une évidence. Donnez-leur des cours d'éloquence, des cours de communication pour qu'à chaque fois, nous, on se régale. Parce que moi, j'en peux plus. Je suis à bout. En tout cas, ce que je peux faire avec les personnes, c'est qu'en fait, je leur pose des cycles de 3 ou 4 questions que je répète un petit peu en boucle, tournées différemment, mais au fur et à mesure, la personne, elle va se détendre, elle va s'habituer à ma présence, et surtout, vu que c'est un petit peu les mêmes questions qui reviennent, elle va commencer à trouver ses mots, à trouver des tournures de phrases, et au bout d'un moment, je vais réussir à avoir justement quelque chose d'intéressant. Parce que honnêtement, dans la plupart des cas, quand on fait des interviews pour la télé ou pour la radio, des fois c'est un passage de 10 ou 15 secondes tout au plus. Donc il faut vraiment réussir juste à enchaîner 3-4 phrases. Donc si on arrive à mettre assez en confiance la personne pour qu'elle nous donne ces quelques phrases, c'est tout gagné. C'est vrai que maintenant en fait, on est dans une société qui est de plus en plus tournée et obnubilée par l'image. L'image qu'on renvoie à la société. Et je vous parlais juste avant des chargés de presse et des attachés de communication. Non, c'est l'inverse, c'est chargé de communication et attaché de presse, enfin bref. Il y a vraiment cette obsession de donner une image propre, lisse, de donner la meilleure image de nous-mêmes au public. Et donc du coup, forcément, les médias, ça peut intimider. Autant la presse écrite, c'est un peu discret, on peut avoir un bloc-notes, on prend des notes, on peut reformuler éventuellement des phrases quand la personne cherche ses mots. Souvent d'ailleurs, les gens, quand on fait des petites interviews et qu'on est en presse écrite et qu'on prend des notes, ils nous disent « vous réussirez à tourner ça mieux que moi, mais vous avez compris l'idée ». Alors on va pas non plus réinventer totalement leurs propos, mais on peut effectivement changer quelques tournures de phrases pour rendre ça un petit peu plus sexy. Et donc c'est vrai que la radio, j'ai envie de dire, c'est le média intermédiaire où il y a déjà un micro, mais il n'y a pas l'image, donc il y a juste le son de la voix. Et éventuellement, ça peut aussi permettre de se mettre en confiance, on peut se lâcher en fait. Mais la télé forcément, c'est un peu le média qu'on peut pas trop changer. C'est-à-dire que forcément, quand on va faire une interview,
Alors éventuellement maintenant on peut tourner avec des téléphones portables ou des appareils photo, mais on va surtout tourner avec des caméras, et la caméra forcément ça peut bloquer les gens, ça peut les stresser. Et dans la peur, en tout cas le stress que peut procurer une interview télé, il y a encore deux parties, parce qu'il y a la télé locale et la télé nationale. Moi ça m'est arrivé, je voulais interroger une personne, elle a vu ma caméra, elle s'est dit « Oh d'accord, c'est pour France 3 », donc une diffusion locale. Je fais non, c'est pour M6, et là elle a pris peur et elle a refusé l'interview parce que forcément ça va être vu par tout le monde en France, enfin tout le monde, je mets des guillemets, mais en tout cas ça peut avoir beaucoup plus d'impact qu'un reportage sur une chaîne locale. Allez, on en a fini avec cette première partie sur les généralités autour de l'interview dans le journalisme. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Vu que j'ai maximum 10 commentaires par vidéo, ça ne prend pas non plus beaucoup de temps. Et dans tous les cas, même si un jour il y en avait 100, j'y répondrai avec plaisir également. Je suis comme ça, moi je partage. On se retrouve dans 2 semaines avec la deuxième partie pour parler cette fois de la mise en image des interviews, sur comment réaliser des interviews en vidéo pour des reportages à la télé et sur YouTube, en se servant de quelques exemples de ce que j'ai pu faire. À suivre. Dans le prochain épisode des Infos d'Alex, une tonne de conseils. J'ai pris des petites notes pour savoir quoi vous dire et ne rien oublier, enfin en tout cas essayer de rien oublier. J'ai l'impression de faire un exposé quand j'étais au collège. Je me prends pour une série Netflix. Sauf que j'ai pas de millions de téléspectateurs. Pas encore, malheureusement. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager la vidéo. Portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.